Dans cette vidéo, on va ajouter le déplacement au joueur, donc le déplacement au vaisseau. On va donc pouvoir déplacer le vaisseau à l'aide des touches de notre clavier, donc vers le haut ou vers le bas, pourquoi pas à gauche ou à droite également. Ça vous permettra de comprendre et de voir une des notions fondamentales dans l'œuvre 2D et aussi en création de jeux vidéo en général, c'est comment on utilise les inputs donc périphériques, c'est-à-dire clavier, souris ou même manette, pourquoi pas, pour bien, faire des actions sur le jeu, notamment déplacer le joueur. Alors dans ce cas-là, on va voir comment on gère le clavier, mais c'est à peu près pareil, enfin ça change un petit peu, mais l'idée est similaire pour la souris et le gamepad. Si vous comprenez comment marche le clavier, vous pourrez à l'aide de la documentation, logiquement, ou des forums, gérer également la souris ou pourquoi pas une manette. Alors pour gérer le déplacement, il y a quelque chose qu'on a déjà bien fait, c'est que notre vaisseau, ici, qu'on dessine, est dessiné à une position X et une position Y qui sont des variables. Du coup, pour déplacer l'image à l'écran, on a juste en fait à changer les valeurs de cette variable. Puisque là, par exemple, je lance le jeu avec les paramètres actuels, que sont 250, 250. Vous voyez que mon vaisseau, il est là. Si j'augmente ma position X, qu'à la place de 250, je mets 450, et que je relance le jeu, eh bien le vaisseau s'est déplacé vers la droite. Dans la même idée, si ici, à la place de 200, je mets 450, eh bien le vaisseau va se déplacer vers le bas. Donc c'est en fait avec ce principe-là qu'on va pouvoir déplacer notre vaisseau à l'aide du clavier. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici remettre une position par exemple à 250, c'est totalement arbitraire, et on va voir ensemble comment on peut faire ça. Alors, je vais rajouter un commentaire ici où je vais mettre mouvement par exemple. Donc encore une fois, les commentaires, ça ne sera jamais exécuté. Ce n'est pas utile d'un point de vue purement technique, mais c'est utile quand vous lisez votre code. Si vous revenez plusieurs jours ou même mois ou voire années après, au moins vous comprendrez à peu près. C'est pas mal pour structurer le code. Donc c'est quand même une bonne idée de faire ce genre de commentaires. Là, je mets mouvement parce qu'en dessous, je vais mettre tout ce qui gère les mouvements. Par exemple, si ensuite on ajouterait un système de tir, chose qu'on ne va pas faire dans ce jeu, mais on peut ajouter un autre commentaire où on met tir et en dessous, on écrit le code de système, etc. Ça permet de trier un petit peu le programme. Donc pour le mouvement, on va utiliser ce qu'on appelle une condition. Une condition en programmation, c'est un if, qui veut dire en anglais si. Là, vous voyez, l'extension me donne la syntaxe. Elle me dit il faut mettre si conditions, then et end. C'est-à-dire que je mets if, ensuite je mets ici ma condition, ensuite je mets then, je vais à la ligne et je mets end. Alors, cette syntaxe-là, bien sûr, ici, il faut mettre une vraie condition. Là, j'ai mis condition, ça n'existe pas. Mais par exemple, la condition, ça pourrait être si ship.position x est supérieur à 0. Là, le then et le end, ils délimitent le bloc de code de ma condition. Et donc, tout le code que je vais écrire là, entre le if et le end, va être exécuté si et seulement si cette condition est vraie. Donc, dans ce cas-là, si la position x de mon vaisseau est supérieure à 0. Ce qui est vrai puisque là c'est égal à 250. Donc ça c'est pour la condition, et en fait la condition on va l'utiliser ici pas pour vérifier la position, mais pour vérifier s'il y a un appui sur une touche. Donc pour ça on a quelque chose en love qui s'appelle le isDown, donc on fait love.keyboard, donc pour accéder au clavier, .isDown qui veut dire en fait est-ce qu'il y a une touche du clavier qui est down, et là entre parenthèses et entre guillemets on met la touche qu'on veut traiter. Donc par exemple, nous on va utiliser les flèches du clavier, donc on peut mettre up qui concerne la touche du haut des flèches, des 4 flèches directionnelles de votre clavier. Donc ça c'est simplement une condition qui vérifie est-ce que love.keyboard.isDown up, donc est-ce que la touche flèche du haut est tout simplement enfoncée. Et donc qu'est-ce qu'on veut faire si la touche flèche du haut est enfoncée? Eh bien on veut modifier en fait la position de notre vaisseau. Donc dans le cas où on appuie sur la flèche du haut, on veut modifier sa position Y, puisque la position Y c'est la position qui est verticale. Donc on pourrait faire ship.position Y égale sa position déjà actuelle, moins 1 par exemple. Là, si je lance mon programme et que j'appuie sur la flèche du haut, hop, vous voyez que mon vaisseau monte tout simplement. Et l'avantage de faire ça dans Update, c'est que si je laisse appuyer ma flèche, eh bien mon vaisseau va continuer à monter tant que je laisse
la flèche du clavier enfoncée et va s'arrêter après. Ensuite, une bonne idée, ça serait de faire pareil pour la flèche du bas. Donc if love.keyboard, si j'y arrive, .isDown, comme tout à l'heure, mais là la touche c'est down. Et ben on peut faire then puis end. Puis on fait exactement en fait la même chose qu'ici, sauf que là cette fois-ci, comme c'est en bas, et ben la position Y, on va l'augmenter au lieu de la réduire. Donc point position Y plus 1. Vous voyez, ça et ça en fait c'est exactement le même code, sauf que là on fait moins parce qu'on monte, on veut monter le vaisseau donc on réduit sa position, et là on veut la descendre donc on fait plus. Et donc si je sauvegarde et si j'exécute, on peut voir ici que maintenant mon vaisseau peut aller vers le bas, et il peut aussi aller vers le haut, bas, haut, bas. Également, c'est la même idée si je veux faire un déplacement sur le côté. Ce que je vous invite à faire, si vous avez à peu près compris, c'est mettre en pause la vidéo et essayez vous-même de créer un déplacement qui va vers la gauche et vers la droite en utilisant la flèche gauche et droite des flèches directionnelles du clavier. Donc, si vous avez essayé de faire cet exercice et si vous avez réussi, je vous félicite. C'est exactement la même idée qu'ici, donc on peut même en fait copier-coller notre bloc ici. Sauf que là, donc à la place de up, vous avez deviné, ça sera left. Et ici, pour la droite, eh bien, ça sera right, donc gauche et droite en anglais. Sauf que ici, à la place de du coup modifier la position X, on va tout simplement modifier, enfin à la place de modifier la position Y, pardon, on va modifier la position X. Donc égal ship.position X. Vu qu'on veut aller vers la gauche, on fait -1. Et ici, on fait exactement la même chose, sauf qu'on fait +1. Je sauvegarde, je lance, je peux aller en haut, à droite, en bas, à gauche. Je peux me déplacer dans tous les sens que je veux. Et donc vous avez ici eh bien, les bases d'un jeu de déplacement d'un vaisseau, par exemple, ou n'importe quoi, hein, d'un personnage dans un RPG, n'importe quoi, vous avez ici les bases d'un déplacement de vaisseau. Alors toutefois, il y a quand même un truc qui n'est pas fait correctement en réalité, c'est le delta time. Alors, qu'est-ce que c'est le delta time? C'est ce qu'on passe ici au love.update, vous voyez, on lui passe dt. Le delta time, ça correspond au temps qui s'est écoulé entre la frame courante, donc la frame où va s'exécuter ce update-là, et la frame d'avant, donc la précédente frame où le love.update a été exécuté. Par exemple, si votre jeu tourne à 60 frames par seconde, c'est un exemple, hein, et ben du coup, le delta time sera égal à 1/60 du coup de seconde, puisque c'est l'écart qu'il y a entre deux frames, en fait, si vous voulez. Alors, à quoi ça sert de savoir l'écart qu'il y a entre deux frames? Eh ben, parce que si vous exécutez ce code sur un ordinateur qui est assez puissant, eh bien, par exemple, il va réussir à tourner le jeu à, je sais pas, 60 images par seconde. Donc cette fonction update va être exécutée 60 fois par seconde. Par contre, si vous tournez le jeu sur un ordinateur qui est moins puissant, qui arrive à faire tourner uniquement le jeu en 30 fps, donc en 30 images par seconde, et bien ce même code va être exécuté 30 fois par seconde. Vous vous rendez bien compte que si, quand j'appuie sur la touche flèche du haut par exemple, j'exécute 60 fois le code par seconde, ça fait que le -1 va s'exécuter beaucoup plus souvent, enfin 2 fois plus souvent, que si j'exécute ce code uniquement 30 fois par seconde. Ce qui fait que si votre jeu tourne sur un ordinateur lent, le déplacement sera plus lent et plus saccadé, que s'il tourne sur un ordinateur rapide, le déplacement sera plus rapide. Et ça, on veut pas, on veut que tous les joueurs aient la même vitesse de déplacement, parce que sinon ça va être un calvaire pour équilibrer le jeu, c'est-à-dire qu'il y aura des joueurs qui auront un jeu plus lent, d'autres qui auront un jeu plus rapide, et ça cassera complètement le système. Et donc pour ça, on peut utiliser ce delta time, qui correspond au temps entre deux frames. On a juste, à chaque fois qu'on utilise par exemple un déplacement, que ce soit de joueurs, de vaisseaux, etc., à chaque fois qu'on utilise quelque chose qui est en fonction du nombre de frames, et ben on a juste à rajouter fois delta time, tout simplement après notre fonction. On lui dit juste que, après notre opération, que du coup la position x, ça sera sa position x moins 1 fois le delta time. Donc juste le fait de rajouter ce fois delta time, ça rend cette ligne et donc le déplacement totalement indépendant du nombre de frames, et donc on est sûr que tout le monde aura le même jeu. Donc on peut rajouter ça partout, et là si vous lancez le jeu, vous allez avoir une petite surprise. Hop, on lance le jeu, vous voyez qu'il ne se passe rien, alors que pourtant j'appuie sur ma flèche. En fait, c'est pas ce qu'il se passe rien, c'est que c'est extrêmement lent. Forcément, avant on avait -1, maintenant on a -1 fois 1/60 de seconde, donc 0,00. Enfin, c'est une valeur extrêmement petite.
Donc du coup, quand on utilise le DataTime, il faut avoir des valeurs ici qui sont beaucoup plus importantes. Par exemple, si on part du principe que le jeu sera à peu près en 60 fps, on peut faire dt fois 60 ou dt fois 30. Si je fais fois dt fois 60 partout, donc je le remplace ici, ici et ici, et que je lance le jeu, on a à peu près le même comportement que tout à l'heure. C'est la même vitesse que tout à l'heure où j'avais juste le -1 et le +1. Sauf que là, avec le x_dt x60, eh bien, on a un jeu qui est totalement indépendant de la vitesse de l'ordinateur. Alors, en Love2D, il y a besoin de l'utiliser, mais il y a certains moteurs qui capent les FPS, certains qui laissent le DataTime à l'utilisateur, mais bon, par exemple dans Unity, qui a des moteurs les plus utilisés, on peut aussi quand même utiliser le DataTime. Donc c'est quelque chose qui est utilisé en Love2D et dans d'autres frameworks en full code, mais c'est quelque chose qui est important de comprendre dans le jeu vidéo, puisque même Unity par exemple l'utilise, et de toute façon c'est quelque chose qui, même si vous n'avez pas à l'écrire, est caché, mais sera exécuté quand même par l'outil que vous utilisez. Donc là c'est cool, on a un petit vaisseau qui se déplace, qui est totalement indépendant du framerate. Ce qu'on peut faire, c'est améliorer un tout petit peu le code, puisque là on a ce qu'on appelle un nombre magique, c'est-à-dire qu'on a un nombre qui, on ne sait pas trop d'où il sort, et en plus si jamais on veut changer la vitesse du vaisseau, on est obligé de le changer ici 4 fois, ce qui est un petit peu pénible. Donc ce qu'on pourrait faire ici, c'est ajouter une nouvelle variable à notre variable ship, par exemple, qu'on appellerait eh bien, speed, donc vitesse en anglais, et on peut lui mettre une vitesse de 3 par défaut. Et donc à la place de tous ces 1 là, on va tout simplement remplacer les 1 par eh bien, la vitesse du vaisseau, ici. Ce qui fait que si jamais un jour j'ai envie de changer la vitesse de mon vaisseau, j'ai juste à changer cette variable là. Par exemple, si je mets 1, on se retrouve avec exactement la même situation que tout à l'heure. Et si j'ai envie de rendre mon vaisseau un peu plus rapide et que je mets 3 ici, et ben, comme c'est une variable, ça va changer partout ici. Et donc là, vous voyez, hop, j'ai directement un vaisseau 3 fois plus rapide. Et il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Alors là, ce qui est cool, c'est que du coup, on a notre petit vaisseau qu'on peut déplacer, mais bon, déjà, il y a deux problèmes. Un, il est beaucoup trop gros, et deux, il n'est pas dans la bonne direction, parce que là, il regarde un peu vers le bas, alors que nous, le jeu, les astéroïdes viendront vers la droite, et on veut qu'on puisse monter et descendre, et que le vaisseau avance comme ça vers la droite, avec les astéroïdes qui arrivent comme ça de la droite, mais vont vers la gauche. Donc pour ça, il faudrait tourner le vaisseau et il faudrait également lui donner sa taille définitive, puisque là, il est un petit peu trop gros. On va déjà commencer par remplacer les images avec les images à la bonne taille. Donc pour ça, vous avez, comme on l'a déjà fait, juste à retrouver ici votre dossier où est enregistré votre projet. Si vous ne savez pas où c'est, vous pouvez faire ici clic droit et ensuite Reveal in File Explorer, et ça vous amènera tout simplement dans votre explorateur à l'endroit où votre projet est enregistré. Et ensuite, une fois que donc, votre dossier est ouvert, vous retournez à l'endroit où vous avez laissé le zip de Kenny, donc des assets, et on va tout simplement remplacer nos assets qu'on avait pris. Si vous vous rappelez bien, on avait pris les assets en x2, qui sont donc 2 fois plus gros, pour que ça soit gros à l'écran et qu'on puisse bien voir ce qui se passe. Mais là, du coup, on va aller prendre les assets qui ne sont pas dans x2, juste dans Sprite. Donc, on a un météore et un chip à changer. Donc, on prend le chip 5, on fait glisser ici. Hop, donc c'est le même mais en plus petit. Donc on supprime l'ancien, on prend le nouveau et on le renomme avec le même nom que l'ancien. C'est important puisque sinon ici le code va être perdu. Et quitte à faire, on va faire pareil pour le météore. On va virer l'ancien météore et on va chercher ici, je ne sais plus exactement lequel j'ai pris. C'est probable que c'était le 2, non peut-être le 3. Donc on va glisser le 3 et on va renommer aussi météore, tout simplement. Ensuite on peut fermer tout ça et on peut retourner ici. Là, comme j'ai renommé mon image avec le même nom qu'avant et qu'elle est toujours dans le dossier, si je lance le jeu, vous voyez qu'on a juste le même vaisseau que tout à l'heure, mais il est plus petit, et il s'affiche toujours, tout marche très bien, on peut toujours le bouger, et il n'y a aucun problème. Maintenant, on va donc devoir jouer avec la rotation du vaisseau, puisque, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le but c'est que le vaisseau avance vers la droite, en gros, et que le météore, spawn d'ici et aille vers la gauche. Donc là, notre vaisseau, il n'est pas dans le bon sens dans lequel il devrait être, il devrait regarder vers la droite. Et donc pour ça, on va utiliser ici un paramètre du love.draw. Je vous l'avais expliqué lorsqu'on avait écrit cette ligne, donc le love.fx.draw. Ici, on a donc plusieurs paramètres. Pour rappel, l'image, la position x, la position y, la rotation, le scale xy et l'origine xy. Et donc ici, ce paramètre-là, c'est la rotation. Vous voyez ici, j'ai 0, donc si je lance mon jeu, le
vaisseau est comme ça. Et si je mets par exemple 25 et que je lance mon jeu, alors j'ai pas sauvegardé, que je sauvegarde et que je lance mon jeu, vous voyez que le vaisseau a une légère rotation. Si je mets 125 pour l'exemple, hop, vous voyez que le vaisseau a une rotation. Alors, quelque chose d'important sur la rotation, on peut se dire, ok, bah c'est facile du coup, je mets 90 degrés, je lance le jeu, et mon vaisseau n'a pas du tout la bonne rotation. Pour une seule et unique raison, ici, c'est les angles en radians et non pas en degrés. Si vous vous rappelez un petit peu de vos cours de maths, les radians, c'est les angles qui sont en 2π, c'est le tour, en gros l'équivalent de 360 degrés, et ensuite on a pi, pi sur 2, etc., etc. Donc soit vous pouvez directement utiliser les angles radians si vous êtes assez à l'aise avec math.pi, soit vous pouvez convertir en fait un angle en degrés en radians, ce que je vais faire et qui est beaucoup plus simple à faire. Donc vous avez juste à faire math, comme ça, math pour utiliser une fonction mathématique, point rad, donc tout pour radian. Et là, entre parenthèses, ici, vous pouvez passer l'angle. Donc par exemple, un math.rad de 90 va convertir 90 degrés en radian. Et donc si là je mets math.rad de 90 et que je lance mon jeu, alors il me dit qu'il y a une erreur limite 36 parce que j'ai enlevé la virgule. Donc si je rajoute la virgule et que je relance mon jeu, vous voyez que là, mon vaisseau est tourné de 90 degrés. Sauf que moi, c'est pas 90 que je voulais le tourner, du coup c'était moins 90 parce que je veux qu'il regarde dans l'autre sens. Et donc là, on a enfin un vaisseau qui est tourné dans le bon sens. Par défaut, je peux bouger vers la gauche, vers la droite, vers le haut, vers le bas. Je peux le bouger du coup dans tous les sens. Il regarde où il faut. Et tout est bien géré. On a la vitesse qui est modifiable ici. On a un système de déplacement qui est indépendant du framerate. Et donc voilà, tout simplement ce qu'il y avait à savoir pour la base du déplacement de notre vaisseau sur notre jeu, enfin sur notre scène de jeu. Dans la vidéo suivante, on va commencer à faire afficher des astéroïdes que le joueur aura donc à éviter pour gagner, ça sera le but du jeu, tout simplement, le joueur devra éviter les astéroïdes pour rester le plus longtemps en vie possible et avoir le plus gros score possible.